Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire à trois voix autour des questions liées à la CSRD. Nous allons donc nous succéder avec trois présentations, l'une plus juridique de ma part, celle de Monsieur Le Gallais plus technique, si je puis dire, et enfin celle d'Aboukinan plus pratico-pratique sur la transition. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que la CSRD, en fait, a une double filiation. La première, elle est issue du droit français qui a été précurseur en la matière avec l'article L225-102.1 du Code de commerce, c'est-à-dire l'article 116 de la loi NRE, qui a introduit la prise en compte de l'extra-financier dans la comptabilité des entreprises et qui s'est ensuite, je dirais, amplifié, traduit au niveau communautaire avec la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive du 22 octobre 2014, transcrite en droit français par une ordonnance du 19 juillet 2017, qui donc a introduit ce qu'on appelle le DPEF, c'est-à-dire le dispositif extra-financier qui regroupe, disons, les thématiques autour du climat, pour faire court, et de quelques questions sociales. La deuxième filiation, elle est plus récente, c'est celle du Green New Deal. Je rappelle que le Green New Deal est une construction européenne qui comporte à la fois des dispositions juridiques et des dispositions financières. Il faut toujours insister sur ce point-là, parce que le fait d'entrer dans le système Green New Deal et la taxonomie dont je vais dire un mot, c'est aussi le moyen d'obtenir des financements extrêmement importants qui ont été mis à disposition par l'Union européenne, soit directement, soit via la BCE, mais finalement, peu importe, et qui ensuite peuvent se traduire dans des dispositifs nationaux comme France Relance. Alors, le Green New Deal est une énorme construction puisqu'elle s'appuie sur l'édiction ou la réformation de 14 règlements et ou directives que je n'ai évidemment pas le temps d'énumérer ici, mais dont je voudrais sortir deux éléments majeurs. D'abord, ce que l'on appelle la taxonomie, qui est en fait la définition des investissements durables, taxonomie qui permet précisément aux investissements qui entrent dans cette catégorie de pouvoir bénéficier des financements soit publics, soit privés, puisque dans le même temps, les entreprises financières sont invitées, le mot invité est entre guillemets, à orienter leurs investissements et leurs financements vers des entreprises dont les investissements sont précisément verts au sens large du terme. Et donc, cette définition de l'investissement durable, sur laquelle je ne reviendrai pas maintenant parce que ce serait trop long, cette définition s'est accompagnée d'un certain nombre de nouvelles obligations d'ordre comptable, c'est-à-dire pour faire ressortir dans les activités des entreprises celles qui relevaient précisément du caractère durable et celles qui n'en relevaient pas. Et également, c'est a été complété par des obligations mises à la charge des institutions financières, lato sensu, de faire ressortir dans leurs activités, effectivement, ceux qui étaient du domaine de la durabilité et ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, parallèlement ou en application de ce grand texte taxonomie, qui est un grand texte de 2020, qui a fait l'objet de règlements délégués ultérieurs à la fois pour préciser
les domaines liés au climat. Ça, c'est un des règlements délégués de 2021, c'est-à-dire quelles étaient les activités entrant dans la catégorie climat. Puis en 2023, les 4 autres activités, c'est-à-dire économie circulaire, biodiversité, lutte contre la pollution et préservation des eaux. Le deuxième texte, c'est, et j'y viens, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la directive 2022-2464 du 14 décembre 2022, qui modifie 4 textes, la directive comptable, la directive transparence, le règlement audit et la directive audit. Ce texte est donc entré en application pour les très grandes entreprises qui étaient déjà soumises à la NFRD et qui vont progressivement s'appliquer à toutes les autres entreprises qui sont concernées. Ce n'est pas toutes les entreprises, quoique, pour une raison que je vais préciser dans un instant, on peut s'interroger sur ce point. Et cette directive, donc, d'ordre financier ou comptable, si je puis dire, a été complétée très récemment par une autre directive qui s'appelle C3D, qui est la directive sur le devoir de vigilance. C'est une directive qui a eu beaucoup de mal à voir le jour, si je puis dire, qui a été un peu rétrécie au lavage, mais qui néanmoins est un texte extrêmement important qui traduit, je dirais, sur le plan juridique, ce qu'est la CSRD sur le plan comptable et financier. Autrement dit, la directive sur le devoir de vigilance met à la charge d'un certain nombre d'entreprises dont le scope est plus étroit que celui de la CSRD, des obligations en termes de vigilance sur la chaîne de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, parce que les obligations, on pourrait considérer qu'elles concernent un petit nombre d'entreprises, mais en réalité, comme la chaîne de valeur est impactée, ce sont toutes les entreprises par voie de succession qui peuvent être concernées. Alors, ce sont bien entendu les entreprises de la chaîne amont, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'entreprise de produire ou de délivrer son service, mais ça va être aussi une partie de la chaîne aval. Ça a été très limité dans la CS3D par rapport à ce qui était envisagé au départ, mais néanmoins, tout ce qui concerne la livraison, le traitement des déchets, la fin de vie du produit, tout cela est concerné. Et donc, comme il n'y a pas de limite dans la chaîne, cela peut aller à l'entreprise N+2, N+3, N+4, N+5, dès lors qu'elle peut avoir un impact sur les obligations de vigilance et d'une certaine manière les obligations de reporting de l'entreprise. Avec, en ce qui concerne la CS3D, j'en dirai pas plus parce que ce n'est pas directement notre objet, des règles des obligations importantes en termes de conséquences à tirer lorsqu'il y a des anomalies ou des impacts négatifs réels ou potentiels dans la chaîne de valeur qui peuvent aller jusqu'à l'obligation de se séparer de ce contractant, sauf dans le cas où le fait de s'en séparer aurait des inconvénients plus importants que les avantages que cela représenterait. Et donc, quand, pour établir la CSRD, comme pour établir du reste le devoir de vigilance, on va commencer par une cartographie des risques. Cette cartographie des risques, elle va en fait avoir plusieurs objectifs. Elle va avoir un objectif en termes d'établissement des impacts financiers, extra-financiers, mais également en termes de responsabilité sur la suite.
Et je crois qu'il est très important de bien comprendre que ces nouvelles obligations sont aussi des opportunités. Et lorsque l'on fait une CSRD, il y a certes les risques qu'il faut peser, mais également les opportunités. Et sur ce point des opportunités, je voudrais renvoyer un rapport très récent du Sénat, qui est sorti il y a quelques semaines, sur la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises. Et ce rapport très intéressant souligne les avantages pour les entreprises d'entrer dans cette logique de CSRD, à la fois pour améliorer leur compétitivité, pour profiter de la finance durable, pour accéder à la commande publique, car de plus en plus la commande publique est quand même un élément essentiel de l'activité économique, va s'appuyer sur ces nouvelles obligations, et enfin pour accéder au marché. Donc on est dans une nouvelle configuration en quelque sorte, dans laquelle c'est le niveau le plus élevé de l'entreprise qui va être concerné par ce qui est en fait éminemment stratégique. On n'est plus du tout dans un système qui était soit uniquement limité à la comptabilité, soit limité à la communication, au greenwashing. En fait, on est dans un système global dans lequel toutes les directions de l'entreprise vont être concernées, à commencer par la direction achat, qui va jouer un rôle très important sur la chaîne de valeur. C'est là que les choses vont se passer. Mais bien entendu, les directions financières, mais bien entendu, le COMEX, ne serait-ce que parce que, j'en reviens au volet CS3D, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée et avec des coûts non négligeables, puisque ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial consolidé en cas d'infraction. Donc c'est quand même extrêmement important avec un système très organisé de contrôle par des autorités nationales, avec un système communautaire de coopération entre ces autorités nationales et avec toute une série de moyens de contrôle, y compris donnés à la société civile pour aller vérifier la manière dont les entreprises s'acquittent de leur devoir de vigilance et donc indirectement de leur CSRD. Voilà, pour terminer, je voudrais simplement vous lire les recommandations, les 10 recommandations du Sénat sur l'application de la CSRD. C'est assez rapide. Traduire les éléments clés de la directive en langage clair, accessible et compréhensible pour les dirigeants. Inviter les entreprises à mettre les questions environnement, social, gouvernance au cœur des débats des instances de direction de l'entreprise. Mobiliser les fédérations professionnelles afin de permettre l'appropriation des enjeux. J'ajoute que c'est très important cette mobilisation parce que c'est une économie de coûts pour l'entreprise puisqu'elle peut utiliser en fait des travaux qui sont faits par les fédérations professionnelles, par les branches, par les syndicats professionnels pour répondre aux obligations et de la CSRD et de la CS3D, ce qui fait évidemment gagner un temps et un coût tout à fait considérable. Accélérer et amplifier la formation des parties prenantes, obliger la commande publique à intégrer davantage la CSRD, simplifier en instaurant une obligation pour l'administration de consulter les informations extra-financières contenues dans le rapport de durabilité, aligner le futur indicateur climat de la Banque de France sur la directive CSRD, aligner les éléments de la future directive CS3D, je viens d'en parler, mais elle n'est pas future, elle est présente aujourd'hui, sur la CSRD, notamment pour l'intégration du risque climatique au devoir de vigilance, c'est fait. Geler le périmètre des informations de durabilité jusqu'à l'application totale de la directive CSRD et enfin, évaluer l'impact de l'application de cette directive en 2028 avec un bilan d'étape
début 2025 sur le coût de mise en œuvre des entreprises. Voilà, ce sont des petites recommandations assez pratiques, mais qui me paraissent tout à fait justifiées au regard de ces nouvelles activités, qui sont aussi des nouvelles activités pour les professionnels que nous sommes les uns et les autres, puisque désormais, nous allons avoir des auditeurs de durabilité dans le monde de l'expertise comptable, mais aussi dans la profession d'avocat, pour permettre précisément d'assurer les audits des entreprises. C'est un système qui se met en place difficilement, mais néanmoins qui se met en place et je peux en témoigner. Voilà, j'en ai terminé, j'ai à peu près tenu mon temps et je passe donc la parole à Monsieur Le Gallais. Bonjour à tous. Bon, Peut-être essayer d'avoir le lien pour partager l'écran si c'est possible. Voilà. Donc on vient de prendre les éléments majeurs sur la partie législative. Donc ce que je vous propose, c'est de valoriser, voir comment on peut valoriser la RSE à travers une comptabilité durable avec des bilans à impact. En quoi c'est utile, pour quelles raisons il est important de commencer à le faire dès maintenant, notamment les structures et les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur amont-aval, pour lesquelles il n'y a pas d'obligation aujourd'hui légale sur cette question. On va voir en quoi les entreprises sont concernées. Alors, premier point, c'est la question importante, c'est est-ce que nous savons vraiment compter ce qui est capital? Jusqu'à l'heure, toute la partie du haut de l'iceberg, c'est ce qui ressort dans les entreprises, dans les bilans, comptes de résultats. On voit les notions de bénéfices et de rentabilité, valeur ajoutée, marge brute, marge nette et chiffre d'affaires. Mais dans tout ça, il y a toute la partie en dessous de l'iceberg qui vient remonter aujourd'hui dans le milieu à la fois économique, écologique et financier, sur la question des performances. Est-ce que les performances écologiques sont visibles aujourd'hui? Et quand on prend un bilan et un compte de résultats, un banquier ou même un futur partenaire, un investisseur, à aucun moment il voit les actions que font une entreprise sur le climat, sur le capital climat, donc le capital humain, sur le capital eau, la biodiversité, on pourrait rajouter l'air également. Du coup, n'étant pas visible, on ne peut pas valoriser en fait une entreprise. La question, c'est que est-ce que l'entreprise fait de la RSE? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle préserve son capital humain? Bien sûr que oui. Même si elle n'a pas encore fait un bilan de gaz à effet de serre, en tout cas, le capital humain, elle le préserve. Ne serait-ce que si ce n'était pas le cas, elle n'aurait pas de manager, puisqu'un manager a pour objet, par exemple, de faire des plannings pour éviter que les collaborateurs fassent des heures supplémentaires. Donc, si il ne faisait pas ce planning, malheureusement, il y aurait peut-être des heures supplémentaires, peut-être même des burn-out ou autres situations d'arrêt maladie, ce qui générerait un problème dans le capital humain. Donc, quand un manager fait un planning, par exemple, pour éviter les heures supplémentaires, il est en train de préserver un capital humain. Donc, le temps qu'il passe à faire ça, il n'est pas en train de faire de la production de valeur ajoutée pure, mais en fait, il est en train de faire de la production de valeur écologique dans son sens large, et notamment, il préserve un capital humain. Donc, la question, c'est la double matérialité, qui est à la fois l'analyse de ce que l'entreprise subit par l'environnement, mais également ce que l'entreprise fait subir à son environnement, à son écosystème. La question se porte sur deux axes. Un, c'est d'identifier les différents capitaux, donc qu'ils soient financiers, naturels, on vient de les voir. La partie financière, c'est la partie haute. Et puis la partie humaine, puisque sans humain, une entreprise n'existe pas. Donc aujourd'hui, comment est consommé en fait ces capitaux? À la fois dans la partie amont, dans la partie aval. Aujourd'hui, les entreprises le font. Ça leur coûte énormément d'argent, mais à aucun moment c'est valorisé dans leur compte.
Donc c'est là qu'intervient la comptabilité durable. La deuxième étape, c'est de valoriser dans leur compte extra-financier l'ensemble des activités. Et c'est là que vient une difficulté, notamment pour des comptables, c'est de pouvoir mélanger dans un bilan à impact à la fois des euros, mais aussi des tonnes équivalent CO2, des mètres carrés, des mètres cubes, des heures ou d'autres unités d'activité spécifiques au métier. Ce qui fait qu'on est obligé de passer par une action extra-financière et extra-comptable, du coup, qui permet d'avoir un bilan intégré, à la fois le bilan financier classique, qui est connu et reconnu par les experts comptables et les commissaires aux comptes, qui est audité, mais vient s'ajouter la notion extra-comptable. Est-ce que c'est seulement du reporting ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va jusqu'à comptabiliser ces éléments pour les valoriser en fin d'année? Alors, comment aujourd'hui, ou quels sont les bénéfices en fait de l'accompagnement par Elansom Consulting? C'est de pouvoir travailler sur toute la chaîne de valeur. Alors, ce que j'ai posé dans cette vue, c'est à la fois l'équilibre entre l'activité économique, parce que c'est important, c'est pour ça aussi qu'une entreprise existe, c'est pour avoir de la valeur ajoutée et faire du bénéfice, mais il y a maintenant vient se greffer la question environnementale sur toute la chaîne de valeur ajoutée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement que l'on voit sur l'écran, c'est le mode de fonctionnement classique d'une entreprise, avec ses différentes directions, la direction générale, le comité exécutif, et puis les parties prenantes internes et externes. Et c'est là que vient se poser la question des parties prenantes externes. Parce qu'effectivement, dans l'entreprise, on peut faire de l'activité écologique dans la gestion des déchets ou d'autres activités pour diminuer les gaz à effet de serre ou la consommation d'eau. Mais vient s'ajouter avec la CSRD la question des parties prenantes, parce que la chaîne de valeur doit être analysée dans son ensemble, y compris les structures qui travaillent pour ces entreprises. Et du coup, le volet certification expert comptable et commissaire aux comptes doit prendre aujourd'hui un deuxième aspect, c'est de pouvoir aller jusqu'à intégrer les questions extra-financières. Donc aujourd'hui, on s'arrête avec la CSRD sur la question du reporting avec les ESRS, mais l'entreprise, elle a tout intérêt aujourd'hui à valoriser ses activités RSE. Pourquoi? Parce que dans son analyse extra-financière, quand on prend la restructuration de l'information, l'avantage, c'est que dans le cadre de la direction et du COMEX, ils ont un bilan à impact, un compte de résultats qui, lorsqu'ils prennent une décision, ils ne la prennent pas seulement sous un impact financier investisseur, mais vraiment sous un angle retour sur investissement environnemental. Du coup, pour prendre un exemple, j'ai pris le cas des gaz à effet de serre. Dans le gaz à effet de serre, on a les 3 scopes. On se rend compte sur la partie droite, j'ai positionné la ventilation des scopes. Et on se rend compte que le scope 3, du coup, la chaîne amont-aval, fait 80% des gaz à effet de serre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse des parties prenantes pertinentes qui sont dans le scope 3. Et donc, aujourd'hui, la CSRD vise, pour la partie des émissions à gaz à effet de serre, à englober justement ce scope 3. Les gains financiers directs pour une entreprise qui le fait. Comme Mme Lepage l'a dit à juste titre, les sous-traitants deviennent des parties prenantes pertinentes. C'est-à-dire que grâce à cela, vous pouvez aborder auprès des entreprises donneurs d'ordre qui ont des reportings extra-financiers parce que la loi leur exige de le faire. Et le deuxième aspect qui est lié avec la Banque de France, puisqu'elle a changé de mission depuis le mois d'octobre-novembre, le marché public va pouvoir être gagné à hauteur de 25% pour toutes les entreprises qui ont des bilans impact, quelles qu'elles soient. Et derrière, il y a aussi l'aspect bancaire, les taux bancaires avantageux, puisqu'on est dans du prêt vert ou des aides à des entreprises qui sont dans des activités, on va dire, vertes. Donc, les entreprises, les banques en particulier, ont tout intérêt à avoir des clients qui ont des bilans impact parce que ça vient abonder en fait leur progression dans la partie CSRD. Donc là, je vous ai mis les 12 normes standards de la CSRD avec la partie ESRS qui sont transverses, 1 et 2, et puis la partie environnement, social et gouvernance, et notamment appuyer peut-être un visuel sur la E5, qui est l'utilisation des ressources et les économies circulaires, où vient intervenir en fait
toute une partie de préservation de capitaux de ressources. Et puis ensuite, le S1, les effectifs de l'entreprise, qui, avec le S2, sont l'ensemble de la chaîne de valeur et pas seulement les salariés qui sont dans l'entreprise. Et j'ai mis en haut à droite la question de l'impact, puisque pour pouvoir faire un rapport en 2025 sur la CSRD, ça veut dire que depuis le 1er janvier 2024, les structures doivent prendre leur data. D'où l'importance aujourd'hui de ne pas faire partie, de faire partie justement de la majorité précoce, et déjà pour les entreprises, même s'ils n'ont pas la loi applicable, de collecter leur data pour pouvoir commencer à produire petit à petit l'ensemble de ces données pour qu'elles puissent justement venir abonder au fur et à mesure que la CSRD va s'appliquer, puisqu'elle va aller jusqu'aux entreprises de plus de 10 salariés, elle va pouvoir justement abonder dans le dispositif CSRD de cette entreprise donneur d'ordre. J'ai positionné trois flashcodes pour pouvoir voir la notion de maturité RSE, la maturité de la chaîne de valeur et la maturité en ESG. Parce qu'aujourd'hui, on est bien conscient que les entreprises en RSE en font, ne l'ont pas valorisé, donc déjà, c'est important de mesurer sa maturité en matière de RSE et de le valoriser dans ce cadre. Deuxième étape, c'est sur la chaîne de valeur de vérifier sa maturité et de voir est-ce qu'on a pu identifier les parties prenantes et voir lesquelles sont pertinentes. Et enfin, la troisième étape, la maturité environnementale, sociale et gouvernance, qui permet de voir dans quelle mesure on peut d'ores et déjà, grâce à une consolidation, déjà faire un bilan impact, un compte de résultats, mais aussi abonder dans notre donneur d'ordre qui, lui, a l'obligation CSRD adaptée. Donc voilà quelques idées. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Et sur le site, vous avez ces tests gratuits qui sont en ligne. Eh bien, Emmanuel, merci beaucoup. Chère Corinne aussi, merci pour vos différentes parties présentées. Je vous propose que nous puissions maintenant aborder un autre aspect, puisque là on vient de voir l'aspect tout à la fois légal et financier, comptable. Eh bien, je vous propose qu'on puisse voir deux autres points clés qui sont les processus et la digitalisation. Parce qu'en fait, tous ces changements-là vont avoir un impact sur ces quatre piliers, donc réglementaire, légal, donc comptable et financier, donc et l'aspect de la processus au niveau de la gestion des ressources humaines en particulier, et comment faire interfacer davantage le système d'information que l'on a dans l'entreprise. Donc, le point clé sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est vrai que c'est un changement qui est un changement à tendance croissante. Donc, il va être nécessaire à partir de ce 1er janvier 2024 eh bien, d'anticiper ce changement parce que le cadre change, donc il y a de nombreux cadres qui changent, mais celui-ci va avoir une incidence qui est loin d'être neutre et on va devoir être en mesure de piloter un volume de données qui va être de plus en plus important. Donc, c'est pour ça que je vais m'intéresser à deux points de base, donc importants à identifier, à savoir quelle est l'incidence donc de ce changement et pour quelles conséquences. Donc les organisations qui sont historiquement structurées avec des ERP, des systèmes d'information, donc qui managent ce genre de flux d'informations, ont d'une certaine manière donc une forme d'avance par rapport à d'autres. Mais la collecte de données et surtout l'analyse des données donc va continuer à être un point de vraiment de convergence très important. Et comme on l'a vu précédemment dans la partie réglementaire, eh bien, on se pose la question sur comment, sur sa chaîne de valeur et les acteurs avec lesquels on va travailler, comme ça a été présenté, donc externes, donc en amont et en aval, eh bien, on va avoir besoin qu'un maximum donc d'entreprises partenaires, donc PME et peut-être même de plus en plus TPE, donc puissent comprendre et surtout mettre en œuvre ce qui se positionne. Donc, il y a une finalité qui se dessine, c'est au niveau de la gouvernance, quand on est à la tête d'une organisation, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour allouer les ressources adaptées? Parce qu'en fait, en termes de stratégie, eh bien, quand on va considérer la dimension des ressources, eh bien, ça va être un élément clé pour identifier comment les attribuer. Donc, c'est pour ça qu'il y a au moins donc 5 actions clés qui doivent être clairement prises et mises en œuvre.
Donc la première, qui peut paraître une évidence, mais elle est nécessaire, car surtout, comme je le précisais, pour des organisations de petite et moyenne taille, ce n'est pas forcément les domaines sur lesquels ils y étaient sensibles. Donc c'est déjà d'identifier des indicateurs, ce qui, dans le cadre de ces changements-là, vont être vraiment essentiels. Donc savoir sur quoi porter son focus. Donc, parce que quand on est une structure de taille intermédiaire ou de petite taille, eh bien, les ressources sont plus difficilement, on peut difficilement les faire converger sur tous les projets, sur tous les sujets sur lesquels on voudrait porter notre attention. Donc, il va falloir très clairement identifier quelles ressources on a pour réaliser quelle transformation. Donc, dans ce cadre-là, on va devoir envisager au niveau de ces processus de les rationaliser. Donc, des reportings, comment on va pouvoir, d'une certaine manière, les automatiser, travailler de manière davantage collaborative en interne, effectivement, à l'entreprise, donc l'organisation, mais également en externe. Et donc, on va avoir de nombreuses autres questions qui va être la transparence, quelles sont les données que je vais vouloir rendre transparentes, qui y aura accès, comment gérer la sécurité pour que les failles soient le plus réduites possible et m'assurer que mes partenaires qui ont accès aux informations ont bien les droits, les accès dans la limite de ce que j'autorise. On peut se poser également la question, si j'ai des partenaires clés qui sont aujourd'hui pas suffisamment mûrs pour réaliser cette transformation, comment est-ce que je peux peut-être même me poser la question de les accompagner, de mutualiser sur des outils que j'aurais peut-être développés ou été en capacité à mieux maîtriser pour savoir comment accompagner mes partenaires clés qui n'ont pas suffisamment de ressources à disposition pour pouvoir envisager cette transformation. Donc, il peut y avoir une agrégation de plusieurs partenaires les uns avec les autres, ce qui peut tout à fait être possible, mais également, je peux me poser la question de comment, moi, sachant, je peux accompagner accompagner cette transformation. Ce qui signifie qu'il y a une vraie mutation au niveau de l'approche à avoir. Donc, on va être sur des logiques d'open innovation, donc envisager davantage de formation, donc des formations courtes mais surtout ciblées. Donc, quand on va parler de ciblage, on peut parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'AFEST, les actions de formation en situation de travail, qui vont être des actions qui vont être vraiment liées à des besoins spécifiques. Donc, faire des formations sur Excel pour apprendre à utiliser un tableau, c'est plus le sujet. Donc là, il faut vraiment être sur des formations qui correspondent à qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre la mise en évidence d'indicateurs dans mes processus et donc vraiment avoir quelque chose qui corresponde à mon besoin. Donc c'est de la formation sur mesure. De plus, tout ceci va nécessiter l'apport de compétences qui sont externes aux organisations. Et c'est là l'intérêt également de pouvoir envisager de rechercher un soutien auprès d'experts, donc d'acteurs tiers. Donc ça, c'est vraiment les points clés sur lesquels des actions doivent être envisagées. Et pour finir très brièvement cette partie-là, il y a un objectif fondamental en fait, c'est changer la manière dont l'entreprise perçoit donc la connaissance, donc la base de connaissances qu'elle doit partager. On doit être dans des organisations qui deviennent de plus en plus apprenantes. Certaines le sont déjà, d'autres peuvent l'améliorer, d'autres doivent complètement l'intégrer. Donc on doit réellement travailler sur la connaissance de manière à ce que l'intelligence, et de plus en plus cette intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler, être mieux intégrée. Donc globalement, l'idée ce sera de mieux maîtriser la nécessité donc de savoir, comment je pilote mes données, comment ces données en fait vont contribuer à la performance globale de mon activité et ne pas simplement se dire c'est encore une nouvelle charge que je vais devoir intégrer. Oui, il faudra l'intégrer, mais plutôt transformer cette action comme un moyen clé de créer davantage de cohérence entre différents acteurs économiques et ainsi les faire fonctionner pour répondre aux enjeux de demain. Puisque, bon, vous connaissez très certainement, mais c'est vrai que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ça, c'est vraiment l'axe fort qui va être nécessaire d'intégrer sur les processus en particulier, la meilleure intégration et compréhension des processus, et derrière, comment le digital, dans ces processus, va augmenter donc l'interaction homme-machine, puisque la machine ne doit surtout pas remplacer l'activité humaine, mais doit la compléter pour pouvoir aller tous ensemble encore plus. Voilà, c'était la partie que je voulais également aborder avec vous.
Donc, je profite pour à nouveau remercier un petit peu sur ces échanges que nous avons eus ce matin, sur cette première partie, donc qui correspondait à donc, la présentation plus descendante. Et maintenant, je vous propose que nous puissions entamer la deuxième partie, qui va être le temps des questions-réponses. Donc, s'il y a des questions et des réponses qui sont formulées, eh bien, il va être à ce moment-là intéressant de pouvoir les partager. Donc, je mets fin à la partie de ma présentation et je redonne la parole à notre amie Corinne Lepage qui nous accueille si régulièrement et que je profite à remercier une nouvelle fois. Donc, je vous transmets la parole. Merci Alain. Alors, avons-nous des questions? Alors, pour information, on vous a mis donc en document à distribuer le rapport du Sénat qui a été évoqué pendant l'intervention de Madame Lepage en réponse à une question qui a été posée. Et donc, pour l'instant, on a une seule question. Bonjour, je comprends qu'il s'agit d'une obligation européenne. Y a-t-il un équivalent au niveau mondial? Alors, je peux commencer et puis on va continuer. Alors, oui et non. Au niveau planétaire, non. Il n'y a pas un texte de l'ONU qui dit il faut faire la CSRD. Non. En revanche, il y a sur les questions climatiques, commençons par celle-là, des obligations internationales qui sont celles des accords de Paris et qui donnent aujourd'hui lieu à un contentieux de plus en plus abondant, non seulement contre les États qui n'en font pas assez, mais également contre les entreprises. Et c'est vraiment, il y a 2500 procès dans le monde, c'est quelque chose qui se développe très vite. Et en particulier contre des entreprises qui font du greenwashing, qui font de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire qui présentent comme des activités vertes ce qui n'en est pas. Voilà. Donc, c'est pas une obligation légale, si je puis dire, mais c'est un chiffon rouge qui est agité à l'égard des grandes entreprises aujourd'hui, mais la chaîne est descendante et avec des secteurs d'activité de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur essentiellement les entreprises pétrolières et gazières, mais maintenant aussi les banques, le secteur automobile, le secteur de l'aviation, le secteur de la chimie. Voilà, ça s'étend considérablement. Deuxièmement, il y a de plus en plus de pays dans le monde qui mettent en place des réglementations. Les États-Unis, avec des systèmes qui sont plus de la simple matérialité que de la double matérialité, mais néanmoins les États-Unis, même si on sait très bien qu'il y a des bagarres aujourd'hui très importantes aux États-Unis de ceux qui s'opposent au développement du système par rapport à ceux qui le défendent. Et puis, je voudrais citer la Chine, qui a mis en place, qui met en place une politique RSE dans ses entreprises. Alors, elle le fait d'abord parce que la Chine est un très grand acteur industriel de la transition écologique, et je pense en particulier aux énergies renouvelables. Juste une petite parenthèse, la Chine représente 50% quasiment des nouvelles installations photovoltaïques et éoliennes qui ont été mises en place en 2023, pour donner une idée. Et donc, cette politique s'étend aujourd'hui à la RSE, notamment parce que ça devient de plus en plus une condition en termes de commerce international. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est un tort et j'essaye de le réparer. L'ACS 3D ne concerne pas que les entreprises européennes. L'ACS 3D concerne les entreprises mondiales qui viennent faire des activités économiques en Europe à partir d'un certain seuil. Et par conséquent, comme un peu, je dirais, à titre d'exemple, le règlement REACH en 2000, qui est donc le grand règlement sur la chimie qui progressivement s'est imposé à toutes les entreprises si elles voulaient vendre en Europe, eh bien, l'ACS 3D devient une obligation pour toutes les entreprises qui viennent vendre en Europe à partir d'un certain seuil. Et puis, je rappellerai également le texte qui a été voté assez récemment pour interdire le travail forcé, qui vise, on le sait tous, les Ouïghours, c'est-à-dire la Chine.
mais qui est un texte qui doit être lu aussi à la lumière de la CSRD et de la CS3D. Voilà, première salve d'explication que mes collègues vont évidemment compléter. Merci parce que je partage complètement cette idée. En fait, au niveau mondial, au niveau technique, il y a deux grandes normes. Il y a l'ISSB et il y a les FRAG avec les ESRS. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, pour être dans des commissions nationales de la norme AFNOR, notamment l'ISO, et on est en train de réécrire en ce moment l'ISO 9001, pour rebondir sur ce que disait Mme Lepage, sur la Chine, en fait, sur 1 400 000 entreprises en Chine, il y en a 1 250 000 qui sont ISO 9001, ce qui veut dire qu'ils sont dans le management de la qualité. Aujourd'hui, au niveau mondial, c'est la Chine qui a impulsé la révision de l'ISO 9001 pour y intégrer toutes les notions environnementales. Et, chance pour l'Europe, l'option qu'ils ont choisie au niveau du reporting est celui de l'EFRAG, c'est-à-dire celui de la CSRD. Ce qui veut dire qu'ils ont pris en compte la notion de double matérialité, là où l'ISSB aujourd'hui, n'ayant pas intégré, puisqu'ils sont focalisés essentiellement sur la partie gouvernance actionnariale, petit à petit, ils intègrent l'humain, l'environnement tout doucement, parce qu'ils y sont obligés, mais à un moment donné, la question va se poser sur la traçabilité, sur la matérialité. Et du coup, à plus ou moins court terme, ils devront revenir ou venir au moins sur certains sujets qui sont pris déjà en compte dans la CSRD. Donc ça, c'est un point qui est important de noter sur les grandes masses, les grands mouvements. Au niveau de la notion de reporting, il y a des positions qui se font actuellement, sachant que les IFRS avec la méthode ISSB sont essentiellement sur le Common OS. Donc, la précision concernant. Nous avons ensuite pas mal d'autres questions. Ah, excusez-moi, je vous ai coupé. C'était pour compléter, et vient s'ajouter aussi la triple E, l'excellence environnementale européenne, on est en train d'écrire au niveau de l'AFNOR, qui devrait sortir dans 6 à 8 mois, qui a pour objet d'aligner sur des indicateurs l'ensemble des entreprises, de la TPE jusqu'au grand groupe mondial. Donc, l'Europe se dote de différents outils pour avoir un alignement sur l'ensemble de ces différentes lois. Alors, autre question. Alors, pensez-vous que prochainement, des PME pourraient être inquiétées pour manquement de reporting CSRD? En d'autres termes, est-ce qu'elles peuvent engager leurs responsabilités? Monsieur Le Gallais? Tout à fait. Elles sont même déjà engagées dans la mesure où on est sur la chaîne de valeur amont-aval. La première conséquence directe, ça va être le fait qu'elles soient, c'est ce que Mme Lepage disait tout à l'heure, elles soient déréférencées de structures qui sont soumises à la CSRD. Ça, c'est le grand risque si elles n'ont pas de matérialité environnementale, même si elles n'ont pas tout, mais il faut qu'elles en aient au moins un peu. Alors, en complément, je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Le Gallais, ce n'est pas une responsabilité juridique immédiate, j'ai fait une faute, je vais aller devant un tribunal, c'est pas ça. C'est je suis intégrée dans une chaîne de valeur et je risque d'être scratché parce que je ne réponds pas aux obligations de mon donneur d'ordre, qui donc va me déréférencer parce qu'il ne pourra pas lui-même répondre à ses propres obligations. C'est une affaire de cascade, en fait. Mais ce n'est pas une responsabilité juridique sur le fait que vous avez commis une faute. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et peut-être pour compléter aussi, il y a un impact direct sur les marchés publics. Donc, la question de la responsabilité, elle sera sur le fait de la viabilité de l'entreprise avec des pertes de marché conséquentes, si ce n'est pas justifié. On a ensuite une autre question. Pour les banques, le fait d'avoir des entreprises CSRD contribue-t-il à de meilleures conditions de financement? Ou une amélioration du ratio de solvabilité? Alors, oui. La question est très précise. Donc, je me fais l'écho peut-être pour amener quelques précisions. Donc, il s'agit d'un ami qui travaille dans ce domaine bancaire et qui pose la question à deux niveaux, en fait. C'est pour la banque en elle-même, d'une part, et c'est également pour les financements
des structures qu'elles vont accompagner. Donc la question elle est double en fait. C'est comme ça que je l'entendais, effectivement. La question est double. Vous répondez, Alain? Je vous laisse l'un l'autre parce que je pense que sur la partie réglementaire et peut-être même financière, je pense que là vous auriez l'autre. Les entreprises financières ne sont pas directement soumises à ces textes. Elles sont soumises pour partie à la CS3D, pour partie seulement. Pas du tout sur l'aval, notamment, et avec des restrictions, mais elles ont l'obligation de distinguer dans leurs investissements ceux qui relèvent de la durabilité et ceux qui n'en relèvent pas. Et par conséquent, comme bien entendu la pression va se faire croissante sur l'augmentation du niveau d'investissement dans la durabilité par rapport aux autres, et qu'en plus, ce seront probablement les investissements qui seront le plus favorisés à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan du financement public, sur le plan des marchés publics, etc. Il y a tout intérêt, en fait. Il y a un intérêt économique et financier à aller dans cette direction. Et puis, deuxièmement, sur les choix, oui, il va y avoir, on réfléchit à des taux favorisés pour les entreprises qui entrent dans cette logique. Mais vous voyez bien que l'intérêt économique et financier est absolument considérable. Je lisais ce matin dans les Échos, je vous cite parce que ça m'a vraiment intéressé, il y a une grosse étude qui vient d'être faite, alors je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, qui n'est même pas encore publiée, mais qui fait déjà l'objet d'énormément de débats, qui est la perte de croissance liée au dérèglement climatique. Et elle est 6 fois supérieure à ce qu'on imaginait. Alors, je n'ai pas noté les chiffres, mais ceux qui s'intéressent pourront aisément se procurer le numéro des Échos de ce matin, où tout cela est très bien expliqué. Et le coût du 1 degré est déjà absolument colossal. Et on est déjà bien au-delà du 1 degré. Donc, je veux dire par là, le maintien du système économique actuel, du système économique et financier, passe par un effort considérable, essentiellement dans le domaine climatique, mais aussi dans le domaine biodiversité et ressources, parce que c'est là que le bas va blesser très vite. Et du reste, vous aviez dans le même journal un article très intéressant sur le manque de sable, parce que c'est la deuxième ressource du monde après l'eau en termes de nécessité. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a de temps en temps des bonnes nouvelles, c'est que le graphène, qui est fabriqué à partir de CO2, pourrait servir de substitut au sable. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, juste peut-être, Emmanuel, peut-être juste un point, peut-être pour que tu puisses accentuer un aspect de la réponse. C'est vrai que les organismes bancaires aujourd'hui vont chercher des fonds, se refinancent également sur les marchés. Est-ce qu'il pourrait y avoir une réflexion peut-être même plus globale, non pas juste sur le fait de financer les entreprises, mais que les banques elles-mêmes puissent aller se refinancer et privilégier celles qui ont, on va dire, une approche plus vertueuse. Donc voilà, c'est la question qui m'a été reposée, que je vous retransmets. Merci Alain. Effectivement, pour moi, il y a tout un enjeu pour les banques d'avoir des entreprises qui sont, si elles ne sont pas la CSRD, qui au minimum ont des bilans à impact. Pour une raison toute simple, c'est que les banques, si jamais elles ont d'entreprises qui ont du bénéfice, et ce bénéfice, il est explicable en valeur ajoutée entre les différents capitaux, si 80% de ce que fait l'entreprise, c'est autre chose que du financier valorisable, la banque peut prendre à elle-même le résultat en disant qu'elle a des clients qui sont vertueux. Et elle peut valoriser ça sans aucun problème, indépendamment de celles qui ont l'obligation légale de le faire. D'autant plus, celles qui ont l'obligation légale, là, c'est du jackpot, on va dire, au niveau bancaire. Donc, il y a un intérêt pour l'entreprise, il y a un intérêt pour la banque, parce que la banque, déjà, elle a des clients qui sont verts, on va dire, à un certain pourcentage, elle peut le calculer en fonction du nombre de clients qui ont des bilans impact. Mais de l'autre côté, ces mêmes clients, lorsqu'ils vont aller chercher des financements auprès des marchés publics ou auprès des banques,
déjà, elles auront ce retour sur investissement avec des taux minorés, mais elles pourront aussi, au niveau des banques, si jamais ces entreprises, elles ont déjà des emprunts, le fait de les maintenir en activité sur des emprunts qui sont passés, mais qui ne sont pas des emprunts verts, le fait que l'entreprise se verdisse va faire que ces emprunts vont prendre une tonalité. Si 60% de l'entreprise est passée en activité verte, du coup, son emprunt qui est venu pour l'aider, qui n'était pas vert à l'époque, il le récupère en feedback par le biais que l'entreprise fait un bilan financier, extra-financier, orienté environnement. Et c'est un bon moyen de récupérer tout l'investissement financier qui a été fait pour ces entreprises, de le récupérer sous l'angle du bilan impact. Et il y a un vrai enjeu stratégique pour les entreprises. Et c'est ce qu'on fait, on les accompagne dans ce domaine pour que les entreprises puissent derrière donner de la valeur à la fois pour eux, pour leurs salariés, mais aussi pour tous les investisseurs et partenaires qui sont autour d'eux, que ce soit le donneur d'ordre ou la banque, qui est quand même une partie prenante plus que pertinente. Alors, Si je peux toujours, juste... me permettez une question, excusez-moi, juste toujours dans la même logique, est-ce qu'on peut imaginer que cela générerait de nouveaux produits financiers? Et je pense que ça pourrait un peu être une forme de synthèse de plusieurs échanges qu'on a eus. Probablement. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été lancées à propos de la finance verte qui ont plus ou moins fonctionné. Mais oui, très probablement. Je ne vois pas pourquoi l'imagination, l'ingénierie financière ne pourrait pas s'investir dans ces points. Je voulais juste rajouter un tout petit point pour participer à 4 comités stratégiques de fonds d'investissement différents. Je suis frappée de voir d'abord qu'ils s'orientent de plus en plus vers la catégorie de société à mission. Ce qui signifie que cette logique a un intérêt, sinon ils ne le feraient pas. Et que les questions, alors bien sûr ces comités stratégiques, c'est les comités RSE, ESG, on peut les appeler comme on veut, mais le fait qu'ils soient dans cette logique montre bien qu'il y a une vraie transformation qui se fait dans le monde financier sur ces sujets. Et il y a un fonds notamment qui gère plus de 10 milliards, donc c'est un gros fonds. On a ensuite Juste pour préciser aussi, il y a un élément intéressant, c'est que dernièrement, dans les tuyaux, il y a des questions qui se posent. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards d'euros sur les livrets A. Pour ceux qui ont des impôts, la question c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de pouvoir apporter sa contribution aux entreprises françaises en donnant ou en faisant des dons ou des prêts, on va dire, individuels, et de pouvoir obtenir un avantage fiscal sur cet encouragement. Donc, il y a des questions comme ça qui tournent aujourd'hui en se disant, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer une loi qui permettrait aux particuliers d'investir dans des entreprises qui sont vertes au profit d'avoir un avantage fiscal sur le dépôt de garantie qu'ils ont posé. Et donc ça veut dire que c'est des questions qui forcément arrivent compte tenu des différents périmètres qui se mettent en place et qui favorisent justement l'accélération de ces dispositifs environnementaux. Ensuite, donc, l'étude et la prise en compte de la chaîne de valeur permettent-elles de s'intéresser à la rareté des métaux rares ainsi qu'aux productions dans des pays avec d'autres normes en termes de droits humains? Oui, oui, bien sûr. C'est justement ça tout l'intérêt, parce que toute étude, soit la CSRD, CS3D, ça commence par une étude des risques. Et une étude des risques qui ne s'arrête pas à l'entreprise, puisqu'elle s'intéresse à la chaîne de valeur. Donc, si vous avez en rang plus 3 ou plus 4 une entreprise, je ne sais pas moi, qui fait travailler des gens dans des conditions qui ne sont pas conformes aux droits humains, j'ouvre une parenthèse, dans la CS3D, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une liste de textes à respecter. C'est cadré. Donc, vous avez des conventions de l'OIT, vous avez des textes internationaux sur les droits humains, etc. Je ferme ma parenthèse.
Donc oui, c'est une menace pour cette entreprise de rang 3 ou 4 si elle est dans ce cas, parce qu'elle risque d'être éliminée, en tout cas s'il y a une violation des droits humains. Sur l'utilisation des ressources rares, ben là on est dans l'économie circulaire, dans c'est pas, comment dire, il n'y a pas de non-respect d'une réglementation quelconque. Il peut y avoir une fragilité de cette entreprise et donc qui se répercute. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je partage complètement cette idée. Dans la vision comptabilité durable, en fait, on fait un focus, puisque la particularité que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de compensation entre capitaux. Donc, si on est en train de travailler sur le capital sol et quand on est en train de dégrader un capital sol, ben, on aura un résultat et donc une perte sur ce capital sol qu'il faudra régénérer et pour lequel il faudra compenser la dégradation, la consommation qu'on aura pris. Puisqu'on parle souvent du net zéro, ben là, on est dans le même concept sur l'ensemble des capitaux et sur l'ensemble des ressources. Si bien que, comme disait Madame Lepage, ce sera identifié, ce sera visible en fait, ce sera matérialisé. Donc, l'entreprise, même si, par exemple, je sais pas moi, il lui faut absolument extraire ben de l'aluminium, parce que c'est son activité principale, c'est son cœur de métier, il faudra qu'elle le fasse du moins dégradant possible. Ça, par contre, ce sera visé. C'est pas, on lui demande pas d'arrêter son activité. Si elle peut le faire, ben, tant mieux, mais si c'est son cœur de métier, par contre, il faudra qu'elle prouve que tout ce qu'elle peut faire, elle l'a mis en œuvre. Et ça sera matérialisé dans les comptes. Ou à défaut, dans les indicateurs de reporting, et au mieux, et ce qui est valorisant, c'est dans les comptes pour que quelqu'un qui lit un bilan, il le voit tout de suite, et il voit du coup ce bénéfice entre une entreprise et une autre avec ses résultats extra-comptables. Donc oui, effectivement, ça se verra. Existe-t-il une particularité entre ces trois processus, CSRD, RSE, ESG? Si oui, comment l'expliquer du fait que les trois processus, le comptable doit présenter un tableau extra-financier? Peut-être que je peux répondre sur la partie comptable, sur la partie RSE. En fait, c'est un alignement. Aujourd'hui, c'est un alignement de l'ensemble des droits, des règles et des devoirs. Hein. C'est un alignement. Le comptable, lui, de son côté, il est comptable. Il ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un comptable, il ne peut pas à la fois conseiller comment faire de la CSRD et de SRS et de la RSE et en même temps l'auditer. Ça, c'est un principe des auditeurs. Hein. Ils ne peuvent pas être jugés partis. Donc, vous ne pourrez pas avoir votre comptable qui fait tout. Ce n'est pas possible. Vous serez obligé d'avoir un tiers indépendant. Soit vous l'avez en conseil et dans ce cas-là, votre comptable vous fait tout avec le bilan consolidé, soit vous avez deux entités. Maintenant, les entreprises qui n'ont pas l'obligation légale, elles n'ont pas besoin d'avoir un comptable qui leur fasse. Elles peuvent le faire elles-mêmes. C'est, bon, en toute transparence, hein, c'est un pas de côté qu'il faut faire. Alors, ce pas de côté, comme disait Alain, ça prend du temps, c'est plus de travail, c'est plus… Voilà. Donc, soit vous le sous-traitez, vous le faites faire par une structure entreprise, soit qui fait ça, voilà. Donc, bon, Elansform le fait, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Mais soit vous le faites vous-même en interne, ce qui exige en fait un travail de fond. Quand vous êtes sur une donnée, ben, vous allez plus loin en fait. Quand vous avez une facture de carburant, ben, vous allez plus loin. Vous allez jusqu'à calculer le CO2 et le comptabiliser en extra-financier. C'est ça en fait l'idée. Hein. Si vous faites ça et que vous le consolidez, ben, petit à petit, vous avancez dans ce cheminement avant que la loi vous rattrape. Et c'est un peu le conseil que je donne aux entreprises PME qui n'ont pas l'obligation. N'attendez pas d'avoir l'obligation parce que vous serez complètement collé à un dispositif qui va vous mettre une pression énorme. Parce que vous aurez des contrats ou pas. Et ça, ce sera le nerf de la guerre, on va dire. Hein. Donc, c'est vraiment pour moi important de tenir compte de cette notion. C'est l'alignement de la RSE avec la loi, c'est vraiment un alignement qui ne va pas au même rythme, mais par contre, l'entreprise, elle doit tout de suite intégrer cette notion, comme disait Madame Lepage tout à l'heure. En fait, ce sont des lois qui viennent se recentrer au même endroit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément à dire c'est plus une loi qu'une autre. C'est plutôt le concept qu'il faut prendre en compte dans les activités économiques de l'entreprise.
Si je Si pouvais... je peux me permettre d'apporter un élément fort sur cette approche-là, c'est que on est dans des transformations et des processus qui vont devoir être traités sur plusieurs années, avec une logique et avec une modularité, ce qui est en général pas très adapté dans les TPE et les PME, parce qu'en fait, elles sont très souvent dans leur activité du quotidien, elles sont plongées dans le simple fait de se dire comment je boucle l'année, des fois même le mois. Donc, on est dans un enjeu qui va être un peu en antinomique par rapport aux objectifs à court terme que ces entreprises ont pour beaucoup. Donc, ce qui veut dire que s'ils ne sont pas accompagnés dans leur vision et dans la gestion stratégique de la ressource pour cet alignement entre ce que la direction voudrait mettre en œuvre et ce que les opérationnels sont capables de faire, eh bien, si ça, c'est pas structuré et séquencé et cadencé, donc avec des points clés qu'il faut travailler de manière prioritaire et structurer ça sur une approche sur 2-3 ans pour atteindre ces objectifs. Mécaniquement, cette transformation-là, ne se faisant pas, à un moment, on se retrouve éjecté du domaine qui est le nôtre. Je donne un exemple tout bête d'une société qui était spécialisée dans la rénovation d'ambassades. Donc, ils étaient spécialisés dans ce domaine et de nombreuses ambassades les sollicitaient. Simplement, il y a eu des réglementations qui se sont mises en œuvre, et des enjeux internationaux avec des standards qu'ils n'ont pas suivis parce qu'ils se considéraient comme étant les meilleurs, et techniquement, ils étaient effectivement les meilleurs. Mais comme ils n'ont pas intégré ces nouveaux paramètres internationaux, eh bien, ils ont perdu plusieurs parts de marché et à la fin, ils ont perdu toutes leurs parts de marché. Donc, ce qui veut dire que là, de cet élément un peu anecdotique, ça permet de se dire qu'aujourd'hui, si c'est pas pris en compte, s'il n'y a pas une vraie volonté de la direction de rajouter donc une action supplémentaire pour le structurer et éviter de noyer ses équipes à la dernière minute, parce que à la dernière minute, ce sera trop tard. Donc, il y a vraiment une logique d'anticipation qui est très forte à devoir être prise en compte. Ceux qui le prennent maintenant, l'enjeu est encore assez gérable. Ceux qui attendront 2-3 ans avant de le mettre en œuvre, ça va être très, très compliqué. Alors, juste en complément, il y a quand même un souci de simplification. Le rapport du Sénat le montre très clairement. Ils disent qu'il y a 13 dispositifs que la CSRD unifie. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut faire et la RSE et la CSRD et je ne sais pas quoi. C'est un ensemble qui va, selon la taille de l'entreprise, prendre des aspects plus ou moins précis. On ne peut pas demander la même chose à une multinationale et à une PME de 15 personnes, ce n'est pas possible. Mais les principes sont les mêmes, mais vont être, je dirais, détaillés et présentés de manière forcément différente. Voilà. Mais c'est la même logique et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Alain. C'est une question stratégique et de s'intéresser par exemple à l'impact carbone, ça peut être une source d'économie assez rapide. Le fait de se poser des questions, c'est pas toujours un coût, c'est peut être aussi un avantage. Et il faut essayer de le voir aussi comme ça. C'est ça. Voilà, je crois que... Oui. D'ailleurs, les charges, du moins sur le concept, les charges deviennent des bénéfices. Tout à l'heure, on parlait du manager. Les éléments sont déjà dans les entreprises, elles le font déjà. La seule chose, c'est qu'elles ne valorisent pas. Elles ne matérialisent pas, mais elles le font déjà. Les données sont déjà là. Après, elles ne sont pas toutes là, mais il y a déjà des belles choses qui peuvent être valorisées. Tout à fait. Voilà, Alors, je crois qu'on arrive au temps de la fin, c'est ça, de la matinée. Dans ce cas-là, je me permets au niveau de l'ICH Business Club de faire un premier mot de la fin, puis je vous laisserai la deuxième partie du message de fin, si vous le voulez bien. Merci encore une fois de plus d'avoir participé à ce webinaire que nous faisons donc assez régulièrement entre le cabinet Hublot Lepage Avocat et l'ICH Business Club. Donc, nous sommes très heureux de régulièrement pouvoir vous proposer ce type de points d'actualité sur des sujets vraiment brûlants, même pour certains. Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter régulièrement donc à participer. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous sur ces événements pour ainsi leur donner un large rayonnement. Ils sont également diffusés sur des chaînes YouTube, donc nous vous enverrons les liens, donc n'hésitez pas également à les faire suivre pour ainsi
créer un effet de dynamique et de synergie entre les uns et les autres. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Eh bien, je vous laisse, chère Corinne, le mot de la fin, si vous le voulez bien. Merci, cher Alain. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'organiser ces webinaires avec l'ICH Business Club et qui nous fait découvrir de nouveaux intervenants. Et donc, j'étais très heureuse que Monsieur Le Gallais puisse participer ce matin à cette réunion. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pourrez effectivement la retrouver sur des chaînes YouTube, dont la nôtre, celle du cabinet, avec les documents qui ont été mis à disposition ce matin. Voilà, j'espère que vous avez été intéressés. Vous l'avez visiblement été puisque nous n'avons perdu aucun de nos spectateurs, de nos auditeurs, spectateurs depuis le début de ce webinaire. Excellente journée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.